En quelques mois, le Sahel a brisé une architecture sécuritaire bâtie sur 60 ans. 3 États ont expulsé des armées occidentales, accepté des partenariats alternatifs et assumé le risque d'un ordre nouveau, au moment même où la dépendance était présentée comme la seule voie vers la stabilité. Que signifie ce basculement pour la souveraineté réelle et pourquoi le choix d'Ibrahim Traoré concentre-t-il l'attention bien au-delà du Burkina Faso ? Un précédent est né et ses ondes atteignent déjà l'Afrique entière. Pour bien entrer dans le sujet, voici ce qui est en jeu. Vous allez voir ce que vous gagnez en suivant le fil et ce qui se joue réellement derrière les slogans. L'analyse montrera comment des décisions militaires apparemment locales redessinent des chaînes d'approvisionnement, déplacent des équilibres diplomatiques et modifient la définition même de la souveraineté au Sahel. L'objectif est simple, comprendre les mécanismes, pas seulement les positions. En 10 à 12 minutes de lecture, vous verrez comment une rupture sécuritaire devient un levier économique, puis un signal politique observé par d'autres capitales africaines. Vous découvrirez aussi pourquoi les réactions occidentales oscillent entre avertissement public et ajustement discret. L'enjeu dépasse les 3 pays concernés. Il touche la crédibilité des partenariats internationaux, la capacité des États sahéliens à agir sans tutelle et la manière dont les populations évaluent la légitimité du pouvoir. Si cette trajectoire réussit, un modèle alternatif s'installe. Si elle échoue, elle servira de contre-exemple durable. Dans les 2 cas, ignorer la séquence serait une erreur stratégique. En moins de 5 ans, 3 capitales sahéliennes ont rompu simultanément avec le même système de sécurité extérieure. Ce qui frappe n'est pas seulement la rupture, mais sa vitesse. Expulsion militaire, gel des coopérations, puis recherche active d'alternatives, sans phase de transition prolongée. Pendant 6 décennies, l'ordre sécuritaire du Sahel reposait sur un principe simple, l'accès passait par l'extérieur, accès aux armes, aux formations, aux renseignements et donc à la capacité d'agir. Les bases militaires françaises n'étaient pas des symboles diplomatiques, mais des centres de commandement opérationnel. Les États-Unis, de leur côté, ont investi dans la lutte antiterroriste tout en veillant à ce qu'aucune armée locale ne devienne pleinement autonome. Le résultat fut une dépendance structurelle. Les gouvernements pouvaient combattre, mais rarement décider seuls. Le renversement tient précisément à cela. Les juntes arrivées au pouvoir n'ont pas d'abord cherché la reconnaissance internationale. Elles ont ciblé le cœur du dispositif, la chaîne d'approvisionnement sécuritaire. Au Mali, la frustration s'est cristallisée en 2020 après des attaques répétées contre l'armée malgré une présence étrangère massive. Au Niger, le discours du putsch de 2023 a explicitement dénoncé l'abandon de la défense nationale au profit de priorités extérieures. Au Burkina Faso, l'ascension d'Ibrahim Traoré en 2022 s'est inscrite dans ce même registre, l'échec sécuritaire comme justification centrale. Ces changements n'étaient pas idéologiques. Ils relevaient d'une révolte sécuritaire, née de la conviction que le statu quo produisait déjà l'instabilité dénoncée par ses défenseurs. Une fois au pouvoir, les 3 gouvernements ont adopté des choix presque identiques. Départ des forces françaises, limitation des opérations américaines et ouverture vers la Russie, la Turquie ou la Chine, chacune offrant des capacités sans conditions politiques immédiates. Le contexte est donc moins celui d'un alignement soudain que celui d'une accumulation de frustrations. Ce qui semblait impensable il y a encore quelques années est devenu une option assumée, observée attentivement par le reste du continent. Dans cette séquence, les dirigeants ne sont pas présentés comme des idéologues, mais comme des produits d'un contexte précis. Ils émergent d'institutions militaires confrontées à une pression constante, où l'échec n'est pas théorique, mais mesuré en territoire perdu et en population déplacée. Leur rôle sert de fil conducteur pour comprendre comment une décision politique abstraite se traduit sur le terrain. Au Burkina Faso, Ibrahim Traoré incarne cette logique de rupture pragmatique. Son arrivée au pouvoir ne s'est pas accompagnée d'un programme doctrinal détaillé, mais d'un message simple. La sécurité d'abord, selon des priorités définies localement. Dans les mois qui ont suivi, les forces armées ont été redéployées
avec moins de coordination extérieure et plus de latitude opérationnelle au prix d'une exposition accrue aux critiques internationales. Sur le terrain, les premiers effets sont contrastés. Certaines zones ont vu une reprise partielle du contrôle territorial, tandis que d'autres restent instables. Pour les soldats, la différence la plus immédiate n'est pas stratégique mais opérationnelle. Délai plus court, décisions moins filtrées et sentiment d'agir sans validation permanente d'un partenaire étranger. Pour les civils, l'impact est plus ambigu, oscillant entre espoir de reprise de l'autorité de l'État et crainte d'abus liés à des opérations plus offensives. Ces dynamiques se retrouvent avec des nuances au Mali et au Niger. Dans chaque cas, le dirigeant devient un point de cristallisation des attentes populaires et des inquiétudes extérieures. Le personnage compte moins pour son charisme que pour ce qu'il symbolise, la tentative de reprendre la main. Le point clé tient dans ce basculement précoce. Avant même de produire des résultats durables, la décision a déjà modifié les comportements et les calculs régionaux. La rupture ne s'est pas produite d'un seul coup, mais selon une mécanique identifiable. D'abord un déclencheur, ensuite un point de tension maximale, puis une série de répercussions qui continuent encore aujourd'hui. Cette chronologie explique pourquoi le mouvement sahélien a surpris par sa cohérence autant que par sa rapidité. Le déclencheur fut l'accumulation d'échecs sécuritaires malgré une présence étrangère dense. Attaques répétées, territoires disputés, populations déplacées, les indicateurs se dégradaient alors même que les partenariats occidentaux étaient présentés comme indispensables. Dans ce contexte, la présence militaire étrangère a cessé d'être perçue comme une garantie pour devenir un symbole d'impuissance. Au Burkina Faso, ce sentiment a préparé le terrain à l'ascension d'Ibrahim Traoré, dont le discours s'est appuyé sur une promesse simple: rompre avec un modèle jugé inefficace. Le point culminant est survenu lorsque les décisions ont cessé d'être réversibles. Au Mali, puis au Burkina Faso et enfin au Niger, l'expulsion des forces françaises n'a pas été accompagnée de négociations prolongées. Il n'y a pas eu de phase d'essai ni de compromis intermédiaire. Cette brutalité procédurale a envoyé un message clair aux partenaires extérieurs. Le cadre ancien était clos. Dans le même temps, les opérations américaines ont été restreintes, réduisant l'accès aux renseignements et à la logistique occidentale. À ce stade, le risque était maximal. Les gouvernements savaient qu'ils perdaient des capacités immédiates sans garantie de remplacement. C'est précisément dans cet intervalle que les alternatives ont été activées. La Russie a proposé des entrepreneurs militaires privés et surtout un transfert de capacités sans conditions politiques. La Turquie a fourni des drones avec des délais courts. La Chine a maintenu des accords d'infrastructure sans exiger de réformes institutionnelles. Les répercussions ont suivi presque immédiatement. Sur le plan diplomatique, des sanctions ont été annoncées, des aides gelées et des avertissements répétés sur l'instabilité à venir. Sur le plan intérieur, les juntes ont trouvé un appui populaire inattendu, nourri par un sentiment anti-français ancien et par l'idée d'un choix enfin assumé. Dans les rues de Ouagadougou, de Bamako ou de Niamey, les départs militaires ont été célébrés comme des victoires symboliques indépendamment des résultats concrets à court terme. À l'échelle régionale, l'effet a été amplifié par la synchronisation. 3 États agissant presque en même temps ont réduit la capacité d'isolement diplomatique. Ils ont ensuite officialisé une coordination sécuritaire, transformant des décisions nationales en blocs régionales. Cette alliance a modifié les calculs. Une pression exercée sur un pays risquait désormais d'avoir des répercussions sur les 2 autres. La séquence ne s'est donc pas arrêtée à l'expulsion des troupes. Elle a enclenché une dynamique où chaque étape rend la précédente plus difficile à inverser. Le déclencheur a ouvert la porte, le pic a refermé les options et les répercussions continuent de redessiner l'équilibre du Sahel. Le basculement sahélien peut être décrit sans empiler des chiffres, mais certains repères permettent de mesurer l'ampleur du changement. D'abord, il y a un repère temporel. Pendant environ 60 ans, l'architecture sécuritaire régionale est restée relativement stable, fondée sur une présence occidentale continue. En moins de 5 ans, ce cadre a été démantelé dans 3 pays clés, sans retour en arrière observable à ce stade. La transition n'a pas été progressive. Elle a compressé des décennies d'inertie
en quelques cycles politiques. Ensuite, un repère spatial s'impose, la coordination sécuritaire entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger couvre désormais un espace de plus de 2 millions de kilomètres carrés. Avant, chaque État agissait largement de manière isolée, sous des accords bilatéraux distincts. Après la rupture, les dispositifs de défense commune ont créé une zone intégrée où une attaque locale tend à être traitée comme un problème collectif. Le passage d'unités fragmentées à un bloc coordonné modifie le calcul stratégique, même sans augmentation immédiate des effectifs. Enfin, un troisième repère concerne la chaîne d'approvisionnement militaire. Le modèle antérieur fonctionnait selon une logique de demande et d'approbation extérieure. Les équipements étaient livrés avec des conditions, en quantité limitée, souvent dépendantes de contrats de maintenance étrangers. Le changement introduit par les nouveaux partenariats repose sur un déplacement du contrôle. L'accord signé avec la Russie pour des capacités de production d'armes sur le sol nigérien illustre ce passage d'un flux importé à une capacité locale, même partielle. La différence n'est pas seulement matérielle, elle est structurelle. Ces trois mesures esquissent une trajectoire claire. Avant, la sécurité reposait sur une dépendance longue, territorialisée par des bases étrangères et régulée par des critères politiques externes. Après, elle s'oriente vers une autonomie revendiquée, appuyée sur des partenariats choisis et une coordination régionale. Ce déplacement est visible dans les discours, mais aussi dans les décisions opérationnelles. Au Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, cette logique se traduit par une priorité donnée à la rapidité décisionnelle plutôt qu'à la conformité internationale. Le calcul n'est pas celui d'une performance immédiate mesurée en résultat définitif, mais celui d'un contrôle accru sur les moyens. La comparaison avant-après est nette, moins d'accès garanti à des soutiens occidentaux, mais davantage de latitude dans l'emploi des forces et la sélection des partenaires. Ces indicateurs ne disent pas si le modèle fonctionnera durablement, ils montrent en revanche que le système a déjà changé de nature. En peu de temps, la région est passée d'un ordre fondé sur la tutelle sécuritaire à un pari sur l'autonomie stratégique. Même si la violence persiste et que la gouvernance reste contestée, le simple déplacement des leviers constitue une donnée nouvelle. La question centrale n'est donc plus de savoir si la rupture est réelle, elle est mesurable dans le temps, l'espace et les capacités. La vraie interrogation porte désormais sur la suite. Cette autonomie accrue produira-t-elle une sécurité plus stable ou déplacera-t-elle simplement la dépendance vers d'autres acteurs ? Les critiques du pivot sahélien avancent deux arguments principaux, construits de manière cohérente. Le premier affirme que l'éviction des partenaires occidentaux affaiblit la lutte contre le terrorisme. Selon cette lecture, les forces françaises et américaines fournissaient un avantage décisif en matière de renseignement, de logistique et de coordination régionale. Les remplacer par des acteurs moins contraints, notamment des entrepreneurs militaires privés russes, exposerait les civils à davantage de violence et réduirait la transparence opérationnelle. Dans ce cadre, la stabilité serait sacrifiée à une autonomie symbolique. Le deuxième avance que le nouveau modèle ne supprime pas la dépendance, mais la déplace. Les accords énergétiques, les projets de production d'armes et l'assistance militaire russe reposent sur des contrats à long terme, des ingénieurs étrangers et des chaînes d'approvisionnement externes. Les détracteurs estiment que le Sahel risque d'échanger une tutelle occidentale institutionnalisée contre une influence russe plus opaque, sans contrepoids politique ni mécanisme de reddition de comptes. À terme, cette configuration favoriserait la consolidation autoritaire plutôt qu'une souveraineté réelle. Ces arguments sont solides mais incomplets. Ils supposent que le système précédent offrait une trajectoire crédible vers la stabilité. Or, pendant des années, malgré des milliards d'aides et une présence militaire massive, la violence persistait et les États venaient rester dépendants. Le statu quo produisait déjà les risques aujourd'hui dénoncés, sans livrer les résultats promis. La réponse des gouvernements sahéliens repose sur une logique différente. Ils ne cherchent pas une solution idéale, mais une marge de manœuvre. La coopération russe, turque ou chinoise est perçue comme un moyen de combler des lacunes immédiates, notamment en capacité et en délai, là où les partenariats occidentaux imposaient des conditions et des lenteurs. La production locale d'armes au Niger, même limitée, réduit la vulnérabilité aux ruptures d'approvisionnement.
La coordination régionale entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger atténue l'isolement qui caractérisait les accords bilatéraux antérieurs. La mise à l'épreuve est donc pragmatique. Les juntes évaluent l'efficacité en termes de survie politique et de contrôle territorial, non d'approbation internationale. Cela ne garantit pas le succès, mais explique la cohérence de leur choix. La question reste ouverte. Ce calcul pragmatique produira-t-il une stabilité durable ou révélera-t-il simplement une autre forme de dépendance ? Tout repose désormais sur la capacité. Cette bascule marque le cœur du changement sahélien. Le débat n'oppose plus idéologie et alignement, mais moyens réels et dépendance structurelle. À mi-parcours, il apparaît que l'enjeu central n'est pas le choix des partenaires, mais le contrôle des outils de sécurité. Sans capacité propre, la souveraineté reste déclarative. Avec elle, même incomplète, le rapport de force se modifie. C'est ici que la trajectoire d'Ibrahim Traoré prend une dimension régionale. Son pari n'est pas fondé sur la promesse d'une victoire rapide contre les groupes armés, mais sur la réduction des points de blocage hérités du système précédent. Produire, réparer, décider plus vite, ces verbes résument la logique à l'œuvre. Ils expliquent pourquoi la question des usines d'armement, des drones et de la maintenance locale occupe désormais le centre du discours sécuritaire. Cette révélation médiane change la lecture des événements passés. L'expulsion des forces occidentales n'était pas une fin, mais une condition préalable. Elle a ouvert un espace où d'autres formes de coopération pouvaient s'insérer sans passer par les filtres habituels. Ce déplacement ne garantit ni la paix ni la légitimité, mais il crée une nouvelle équation. À partir de ce point, le récit ne porte plus sur la rupture elle-même, il porte sur ses effets concrets, mesurables, et sur la manière dont différents acteurs vivent cette transformation au quotidien. Les effets du pivot sécuritaire ne se manifestent pas de manière uniforme, ils se déclinent selon les acteurs, leurs intérêts et leur exposition directe aux décisions prises au sommet. Pour mieux saisir ces conséquences, on peut distinguer 4 groupes. Pour les gouvernements, la première conséquence est une reprise d'initiative. La coordination entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger a réduit la vulnérabilité diplomatique qui accompagnait autrefois toute décision unilatérale. Agir à 3 a modifié les rapports de force, rendant les sanctions et les pressions moins efficaces qu'en situation d'isolement. Au Burkina Faso, sous l'autorité d'Ibrahim Traoré, cette dynamique se traduit par une marge de décision accrue, mais aussi par une responsabilité directe. Sans partenaire occidental dominant, les résultats, bons ou mauvais, ne peuvent plus être externalisés. Pour les forces de défense et de sécurité, l'impact est immédiat et opérationnel. Les chaînes de commandement sont plus courtes, les délais de décision réduits et l'accès à certains équipements devient moins conditionné. La présence d'acteurs russes ou l'usage de drones turcs modifie les pratiques sur le terrain. Cependant, cette autonomie relative s'accompagne de risques accrus, notamment en matière de discipline et de protection des civils, là où les garde-fous internationaux étaient plus visibles. Pour les populations, les conséquences aussi sont ambivalentes. Dans certaines zones, le départ des forces étrangères a été vécu comme une restauration de la dignité nationale, renforçant le soutien populaire aux autorités. Ce soutien ne repose pas sur des améliorations immédiates de la sécurité, mais sur le sentiment d'un choix enfin assumé. Dans d'autres régions, la persistance des violences et les accusations d'abus nourrissent une inquiétude profonde. L'espoir de stabilité coexiste avec la crainte que l'intensification des opérations n'aggrave la situation à court terme. Enfin, pour les acteurs régionaux et internationaux, le Sahel devient un laboratoire. Des États africains observent attentivement la capacité de ce bloc à fonctionner hors du cadre sécuritaire postcolonial. Des puissances extérieures évaluent les coûts d'une perte d'influence et les limites de leur levier traditionnel. La France et les États-Unis doivent composer avec un accès réduit, tandis que la Russie consolide une présence devenue structurelle plutôt que périphérique. Ces conséquences dessinent un paysage contrasté. Elles ne valident ni ne condamnent définitivement le choix opéré. Elles montrent surtout que la rupture a déjà produit des effets tangibles bien au-delà du discours politique. À ce stade, le Sahel n'est plus un espace figé dans un modèle unique,
mais un terrain d'expérimentation stratégique. La question qui s'impose désormais est simple. Ces effets différenciés convergeront-ils vers une stabilité durable ou accentueront-ils les fractures existantes? À court et moyen terme, l'évolution du Sahel peut être envisagée à travers 3 trajectoires plausibles. Aucune n'est certaine, mais chacune éclaire les choix déjà faits et leurs implications. Le scénario de base repose sur une stabilisation partielle. La coordination entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger se consolide sans produire de rupture décisive contre les groupes armés. La violence recule dans certaines zones, persiste ailleurs et les gouvernements maintiennent leur cap malgré des résultats inégaux. Les partenariats avec la Russie, la Turquie ou la Chine fournissent des capacités suffisantes pour éviter l'effondrement, sans transformer radicalement la situation sécuritaire. Dans ce cadre, l'autonomie stratégique progresse lentement, mais reste fragile, dépendante de soutiens extérieurs alternatifs. Le scénario optimiste suppose un effet cumulatif. La production locale d'équipements, même limitée, réduit les ruptures logistiques. Les forces armées gagnent en efficacité opérationnelle grâce à des décisions plus rapides et à une meilleure coordination régionale. La baisse progressive des attaques renforce la légitimité des autorités, permettant des investissements ciblés dans les zones reconquises. À l'international, d'autres États africains s'inspirent de cette trajectoire, accélérant l'érosion de l'architecture sécuritaire postcoloniale. Ce scénario ne signifie pas la fin des violences, mais l'émergence d'un équilibre plus favorable aux États sahéliens. Le scénario pessimiste met en lumière les risques. La dépendance envers de nouveaux partenaires se révèle plus lourde que prévu. Les coûts politiques et économiques des accords sécuritaires augmentent, tandis que les résultats militaires restent limités. La pression extérieure s'intensifie sous forme de sanctions, d'isolement diplomatique ou de tentatives de déstabilisation indirecte. À l'intérieur, la persistance de l'insécurité érode le soutien populaire et accentue les tensions sociales. Dans cette hypothèse, la rupture initiale apparaît comme une étape prématurée, sans capacité suffisante pour être soutenue. Ces scénarios partagent un point commun. Ils montrent que le facteur décisif n'est pas l'alignement idéologique, mais la capacité à transformer l'autonomie déclarée en résultats concrets. La recommandation clé est donc analytique plutôt que prescriptive. Observer les chaînes d'effets, pas seulement les annonces. C'est dans les délais, les capacités locales et la coordination régionale que se jouera l'issue. Pour le public, ces transformations ne sont pas abstraites. Elles se traduisent par des effets concrets, perçus différemment selon la position sociale, économique ou géographique. Pour comprendre ces répercussions à hauteur d'homme, on peut distinguer 3 groupes. Pour les habitants des zones directement touchées par les violences, l'enjeu principal reste la sécurité quotidienne. Le départ des forces étrangères a suscité un espoir symbolique, mais l'attente porte surtout sur des résultats tangibles. Quand les attaques diminuent, même localement, la rupture est perçue comme justifiée. Quand l'insécurité persiste, le soutien devient conditionnel, fondé moins sur l'idéologie que sur la capacité de l'État à protéger. Pour les acteurs économiques, locaux, commerçants, transporteurs ou agriculteurs, la stabilité relative compte davantage que l'origine des partenariats. La réouverture de routes, la sécurisation de marchés ou la réduction des contrôles arbitraires ont un impact immédiat. A l'inverse, l'isolement diplomatique et les sanctions pèsent sur les prix, l'accès aux intrants et les débouchés. Ces acteurs évaluent la trajectoire en termes de coûts concrets, non de récits géopolitiques. Pour les jeunes générations, souvent urbaines et politisées, la dimension symbolique est centrale. La rupture avec l'ordre postcolonial est perçue comme une affirmation de choix et de dignité. Ce soutien n'implique pas une adhésion aveugle aux autorités, mais un rejet marqué des anciens cadres imposés. La question qui domine est celle de l'avenir. Cette affirmation ouvrira-t-elle des opportunités réelles ou se refermera-t-elle sur elle-même? Ces perceptions montrent un point clé. Le succès ou l'échec du pivot sahélien ne sera pas jugé uniquement par des indicateurs militaires. Il sera évalué à l'aune de la vie quotidienne, des perspectives économiques et du sentiment de maîtrise collective. C'est à ce niveau que la légitimité se construit
ou s'érode bien plus durablement que dans les arènes diplomatiques. La rupture sécuritaire ne peut produire d'effets durables sans une trajectoire lisible. À ce stade, plusieurs étapes conditionnent la viabilité du pari sahélien, indépendamment de tout jugement idéologique. La première étape, c'est la consolidation des capacités locales. Produire ou assembler des équipements, assurer leur maintenance et former des cadres techniques réduit la vulnérabilité aux ruptures extérieures. Même limitée, cette capacité change le rapport au temps, elle diminue l'urgence permanente qui caractérisait l'ancien modèle. Sans cette base, l'autonomie proclamée reste exposée aux chocs logistiques et politiques. La deuxième étape, c'est sur la coordination régionale effective. Les accords entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger ne peuvent rester déclaratifs. Ils doivent non se traduire par des mécanismes opérationnels clairs, partage du renseignement, planification conjointe et gestion commune des zones frontalières. C'est ce niveau d'intégration qui transforme une alliance politique en outil de stabilisation ou révèle ses limites. La troisième étape, c'est à la gestion du soutien populaire. L'adhésion actuelle repose largement sur un rejet de l'ordre ancien. Pour durer, elle devra s'appuyer sur des résultats perceptibles et sur une communication crédible des coûts comme des progrès. Dans ce cadre, la posture adoptée par des dirigeants comme Ibrahim Traoré est déterminante. Elle façonne l'attente sociale et la tolérance au sacrifice. Et enfin, la trajectoire dépend de la diversification des partenariats. Réduire une dépendance ne signifie pas en créer une nouvelle. Multiplier les options, sans exclusive, permet de conserver une marge de négociation et d'éviter l'enfermement stratégique. Ces étapes ne garantissent pas le succès. Elles définissent toutefois un minimum de conditions pour transformer une rupture politique en trajectoire soutenable. Si elles sont négligées, le pivot risque de s'épuiser dans la confrontation. Si elles sont consolidées, il peut devenir un précédent structurant. Le récit revient alors à ce qui, au départ, semblait presque secondaire. Non pas les accords, ni les bases, ni les partenariats, mais le geste initial, décider sans filet. Dans les premières scènes, la rupture apparaissait comme un acte de défi. À présent, elle se lie comme un fil continu reliant des choix imparfaits à une volonté persistante de reprendre la main. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger ne sont pas devenus des modèles achevés. Ils sont devenus des références observées. Chaque avancée, chaque revers, chaque ajustement est scruté par d'autres États confrontés au même dilemme. Ce regard extérieur donne au processus une portée qui dépasse largement ses résultats immédiats. Dans ce cadre, la figure d'Ibrahim Traoré revient comme un point de rappel, non pour son rôle individuel, mais pour ce qu'il incarne. Un dirigeant issu d'un appareil militaire confronté à l'échec, obligé de choisir entre la continuité rassurante et l'incertitude assumée. Ce choix n'efface ni les risques ni les contradictions. Il les rend visibles et donc discutables. La force du moment tient dans cette exposition. Rien n'est masqué derrière des promesses abstraites. Les coûts sont réels, les bénéfices encore partiels, l'issue ouverte. Mais le cadre ancien, lui, ne peut plus être restauré tel quel. C'est peut-être là l'essentiel. Même sans victoire nette, le simple fait d'avoir déplacé les lignes a déjà modifié l'histoire en cours. La séquence sahélienne ne se referme pas avec une conclusion nette. Elle laisse une question ouverte, adressée autant aux décideurs qu'aux observateurs. Ce qui se joue ici n'est pas seulement l'avenir de 3 États, mais la manière dont les choix stratégiques sont jugés lorsqu'ils s'écartent des cadres établis. Pour certains, cette trajectoire restera une prise de risque excessive. Pour d'autres, elle représente une tentative nécessaire face à un système perçu comme bloqué. Entre ces lectures, mais il existe un espace de discussion qui mérite d'être occupé, sans simplification ni alignement automatique. Le moment appelle moins à prendre parti qu'à analyser avec rigueur. Quels indicateurs compteront réellement dans un an? Quels compromis seront acceptables pour les sociétés concernées? Et surtout, comment mesurer le succès ou l'échec sans revenir aux grilles de lecture qui ont précédé la rupture? L'invitation est simple, observer les faits, interroger les récits dominants et confronter les résultats aux promesses initiales. Le Sahel n'offre pas une réponse universelle. Il propose une expérience en cours dont les enseignements dépasseront largement ses frontières. La discussion reste ouverte. Qu'en retenez-vous à ce stade et quels signaux suivriez-vous en priorité pour juger la suite ?